Merci, M. Lamat. Vous me permettez d'abord de remercier M. le Premier ministre de la République populaire de Chine pour nous avoir associés à cet important rendez-vous et les organisateurs que vous êtes de nous offrir cette tribune pour partager les préoccupations de l'Afrique et du Sénégal en particulier. Vous avez posé une question importante. Le Sénégal a vu l'arrivée d'un nouveau régime depuis quelques mois maintenant, un peu plus d'1 an. Et dans notre arrivée, nous avons travaillé sur l'instruction du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye à l'édification d'un nouveau référentiel des politiques publiques. Lequel référentiel qui s'appelle Vision 2050, qui se projette sur les 25 prochaines années, est composé évidemment de la vision globale, d'un master plan décennal qui fixe l'horizon 2034 et d'un plan quinquennal, une stratégie de développement national. La question que vous posez relative à cette stratégie de développement national, qui est structurée autour de 4 axes fondamentaux. Le premier axe, c'est la construction d'une économie performante, résiliente, évidemment en travaillant sur la mise en valeur d'un certain nombre de produits structurés autour de filières, d'une vingtaine de filières. Vous comprendrez que notre logique, c'est accroître la production au niveau de ces filières, mais travailler à la transformation dans ces filières également. Avoir la chaîne de valeur complète, ce qui induit une politique d'industrialisation, évidemment. Le second élément tout aussi important, c'est le capital humain. C'est l'un des grands problèmes de l'Afrique et du Sénégal également, même si nous pouvons nous prévaloir de ressources humaines de qualité globalement. Il est évident que nous connaissons des pays qui ont pu se développer en misant sur la ressource humaine, le capital humain, sans avoir beaucoup de ressources naturelles. Mais je ne connais pas de pays qui se soit développé, même en disposant de ressources naturelles extrêmement importantes, sans un capital humain de qualité. Et c'est pourquoi aujourd'hui, l'un de nos objectifs dans un monde qui évolue très rapidement, particulièrement sur les nouvelles technologies, l'un de nos objectifs, c'est de beaucoup travailler sur le capital humain et sur l'équité sociale. Le troisième élément, c'est la réforme territoriale, qui est extrêmement importante et qui va se structurer autour de l'urbanisation, autour de 8 pôles de développement économique. Et enfin, le dernier élément, c'est la gouvernance vertueuse. Évidemment, souvent, les questions de malgouvernance, de corruption, de gestion népotique sont des éléments qui gangrènent pas seulement les pays africains, mais c'est des phénomènes mondiaux. Et c'est beaucoup plus prégnant dans des pays à économie très peu développée. Et tant qu'on n'aura pas réussi à surmonter ces questions, il sera difficile de bâtir un développement solide. Donc voilà les axes autour desquels nous sommes en train de construire ce nouveau programme. Comme vous l'avez dit, le Sénégal a des atouts assez appréciables dans la zone de l'Afrique de l'Ouest d'abord, mais en Afrique de manière générale. C'est la raison pour laquelle peut-être que c'est le pays qui capte le plus d'investissements directs étrangers en Afrique de l'Ouest. Et il est classé dans le top 5 des pays africains qui captent le plus d'investissements directs. Beaucoup d'atouts, comme vous l'avez dit, ça commence par sa position privilégiée dans les chaînes d'approvisionnement. Le Sénégal, c'est la pointe la plus avancée en Afrique de l'Ouest, qui est pratiquement à 7 heures de vol du continent américain, du continent européen et de tout le reste de l'Afrique. C'est du continent américain, européen et même une partie de l'Asie, notamment les pays du Golfe, mais également de tout le reste de l'Afrique. C'est un atout appréciable. C'est un pays également qui a une stabilité politique, qui n'a jamais connu de coup d'État, de renversement du pouvoir par des moyens non démocratiques, où le pouvoir s'est transmis de régime en régime de manière démocratique, donc stabilité politique. Un pays qui connaît également la sécurité, dans une zone africaine traversée aujourd'hui par malheureusement des crises d'insécurité. C'est un pays qui a une population relativement jeune, comme tous les pays d'Afrique. La moyenne
Les populations de moins de 35 ans varient entre 65 et 70%. C'est un pays qui est ouvert sur le reste du continent également. C'est autant d'atouts, en plus maintenant de ces atouts physiques. Aujourd'hui, il y a énormément de ressources naturelles qui ont été découvertes au Sénégal. Et ce que je voudrais dire aux investisseurs, c'est investir au Sénégal, c'est pas aller à l'aventure. On a deux atouts majeurs en plus de ceux que je viens d'évoquer, c'est la prévisibilité et la transparence. Et c'est ce que nous offrons aujourd'hui. Et pour accompagner maintenant tout cela, nous avons déjà un cadre assez stable, mais que nous voulons améliorer. Un paquet de réformes va être lancé, on a commencé d'ailleurs, les réformes fiscales, notamment et douanières, les réformes de l'environnement des affaires avec le Code des investissements, la réforme du Code des investissements qui est en chantier, la réforme foncière, les réformes des différents instruments, Code minier, Code pétrolier également, la modernisation de l'administration par la digitalisation pour rendre les procédures beaucoup plus rapides. Un paquet de réformes va accompagner la vision 2050 que nous avons déjà élaborée pour rendre le cadre toujours beaucoup plus attractif. Je voulais dire aux investisseurs que nous les attendons. On a beaucoup d'investisseurs déjà qui manifestent leur appétit, en plus de ceux qui sont déjà au Sénégal. Nous les attendons pour venir participer à ce travail, à cette œuvre, qui, au-delà du Sénégal, vise un marché beaucoup plus important. Le Sénégal, ce que nous voulons en faire, c'est un hub de l'Afrique de l'Ouest pour toucher un marché de 400 millions d'habitants de l'Afrique de l'Ouest, la zone CEDEAO particulièrement. Et je pense que nous avons, comme vous l'avez dit, tous les atouts pour pouvoir offrir cela aux investisseurs, aussi bien nationaux que particulièrement les investisseurs étrangers. Je rebondirai d'abord sur, vous avez insisté sur la gouvernance vertueuse, elle est très importante. Et je pense que pour ceux qui ont suivi notre carrière politique et notre combat politique, notre parti, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, moi-même et tout le staff, le substrat de notre combat politique, c'était justement la bonne gouvernance et la transparence. Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place des mécanismes. D'abord par rapport à la gestion passée, pour que tous ceux qui ont eu à gérer puissent rendre compte de leur gestion par rapport à la transparence, mais également par rapport à notre propre responsabilité à partir de maintenant, pour que ces phénomènes ne se reproduisent pas au Sénégal, ou alors de manière très marginale. Et la question que vous posez par rapport aux défis, aux obstacles, le premier obstacle, c'est la situation dont nous avons hérité. Évidemment, quand nous sommes arrivés, le président Diomaye Faye a demandé à ce que nous fassions la situation de référence, que nous fassions l'audit des finances publiques et l'audit de toute la gestion de manière générale. Cet exercice a révélé un résultat malheureusement pas très réjouissant, puisque la dette dont nous étions supposés hériter quand nous remplacions le régime tournait autour de 70%, 74%. Et quand nous avons fini l'audit, la dette avoisinait les 100%. Le déficit également, qui était projeté à 4,5 ou quelque chose pour cent, a dépassé les 10% et est arrivé à 14%. C'est un exercice que nous avons volontairement fait. Et quand nous l'avons fait, nous avions la possibilité aussi de ne pas révéler ces chiffres parce que nous en connaissons les conséquences. Dès que vous révélez ces ratios, évidemment, ça peut crisper les partenaires, à commencer par les partenaires multilatéraux, le Fonds monétaire international, mais les partenaires bilatéraux également, et les marchés. Et nous avons fait le pari de dire la vérité, d'abord à notre peuple. C'est en ligne avec votre politique de transparence. De transparence. Que je pense que c'est la base de la confiance. De la confiance, justement. De regagner la confiance. Justement. Et nous pensons que, évidemment, l'effet que cela doit produire vis-à-vis, en tout cas dans nos relations avec tous les partenaires, ça doit être une confiance renouvelée. Parce que je ne suis pas sûr que si on se livrait à ce même exercice dans beaucoup d'autres pays, on ne découvrirait pas plus que ça. Et si aujourd'hui le Sénégal doit subir les contre-coups de cet exercice de vérité, ça découragerait ultérieurement les autres pays à se livrer au même exercice. Mais bref, ce que je voulais dire, c'est que nous avons hérité de cette situation, qui est une situation difficile, qui nécessite que nous réajustions sans pour autant aller vers l'austérité.
continuer à libérer l'économie, à inciter l'investissement. Et c'est cet exercice difficile qui fait que c'est un défi constant pour nous. Nous sommes en train de discuter pour un nouveau programme avec le Fonds monétaire international. Les partenaires continuent à manifester beaucoup d'appétit et beaucoup d'intérêt pour le Sénégal. Les investissements continuent. Mais notre option, c'est d'accélérer le rythme parce que nous voulons que le Sénégal et toute l'Afrique, nous le souhaitons pour toute l'Afrique, puissent aller vers un processus de développement accéléré. Comme on a vu ce phénomène dans ces pays d'Asie, par exemple, la Chine, les dragons d'Asie, où sur un temps de 25 ans, 20 ans, 30 ans, des progrès substantiels ont été enregistrés. Le second défi maintenant, c'est le défi de l'appropriation par les populations. Vous savez, les changements structurels ne se font pas seulement par les gouvernants. Il faut une dynamique d'ensemble. Il faut que les populations puissent bien comprendre, au-delà de la situation dont nous avons hérité, les objectifs que nous sommes assignés et ce que nous sommes en train de dérouler et que nous puissions avoir une masse critique de ces populations-là qui accompagnent ce mouvement. Et le troisième défi, c'est celui de la mise en œuvre. Évidemment, nos pays ont souvent péché à ce niveau-là. Dans le passé, il n'a pas manqué de bons plans de développement, mais à la mise en œuvre, il y a toujours des problèmes. C'est pourquoi nous avons mis en place tout un mécanisme pour la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des delivery units, d'abord à la primature dont je suis le Premier ministre, mais également dans les ministères. C'est tout un travail qui est en train d'être fait pour gérer ce programme avec toute la rigueur qui s'y est, parce que nous pensons qu'en Afrique, il n'est pas question de réinventer la roue. Ce qui a été fait ailleurs et qui a produit des résultats, si on le fait avec la même rigueur, on aura les mêmes résultats en Afrique, sinon plus.